Retrouvez les interviews santé de Rebecca. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine dans cette émission santé sur Radio JM. Aujourd'hui, je reçois le docteur David Sofer, psychiatre, pour parler de l'impact des écrans sur les adolescents. Le docteur Sofer est déjà intervenu l'année dernière pour la Journée mondiale de prévention au suicide. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Radio JM. Bonjour docteur Sofer. Bonjour. Merci de m'avoir rejoint une nouvelle fois sur le plateau de Radio JM. Je vous prie. Peut-on réellement parler d'une addiction aux écrans ? À quel moment cela devient-il préoccupant chez un adolescent ? Alors la question c'est une question compliquée parce que le mot addiction renvoie à des éléments cliniques assez précis et on ne peut pas parler aujourd'hui d'addiction aux écrans. Il y a pour l'instant pas de consensus international sur le sujet, pas de consensus d'experts. Par contre, effectivement, on peut se questionner sur des formes de dépendance, non pas aux écrans, mais à des contenus qui sont proposés au travers des écrans. Et on va y revenir. Oui, alors on va y revenir sur les contenus, mais du coup, effectivement, vous me demandiez à quel moment ça devient préoccupant chez l'adolescent. En fait, ça devient préoccupant comme pour toute forme d'addiction, c'est-à-dire que quand un adolescent a un usage qu'il ne maîtrise plus, dont il n'est pas capable de s'extraire sans devenir agressif, sans montrer des signes de détresse, et même alors même qu'il pratique cet usage, il ne ressent pas de satisfaction, il est constamment insatisfait, et là vous voyez que se dessinent les signes classique d'une dépendance qu'on retrouve pour plein de produits, que ce soit l'alcool, le cannabis ou autre. Donc c'est pas spécifique quand on parle d'addiction, mais on retrouve les mêmes symptômes. Mais encore une fois, c'est pas vraiment aux écrans qu'on devient addict, c'est à leur contenu. À leur contenu. Alors, quel est l'impact des écrans sur le sommeil des jeunes ? Certains types de contenus perturbent-ils davantage leur sommeil ? Alors là, effectivement, il y a un consensus qui se dégage, qui est extrêmement clair, et qui concerne les écrans. C'est pas le contenu, c'est vraiment l'outil écran. Par contre, c'est les écrans. En particulier à travers la question de la lumière bleue, qui est une des composantes de la lumière qui apparaît sur un écran. Alors, peut être atténuée par des filtres, mais c'est pas suffisamment efficace pour se dire on est protégé, donc il faut de toute façon faire attention, mais on sait que ça a un impact important sur le sommeil, puisque la lumière bleue dérégule la sécrétion de mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil, c'est cette fameuse hormone qui est sécrétée selon un rythme que l'on appelle le rythme circadien, qui fait que on la fabrique en quelque sorte dans la journée et on la sécrète progressivement dans la nuit avec un pic aux alentours de 3-4 heures du matin. Et en fait, déjà, alors chez les adolescents, le problème, c'est qu'ils ont spontanément, pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart, un rythme décalé. Les adolescents, on le sait, naturellement, ont tendance à s'endormir plus tard le soir et se réveillent spontanément plus tard le matin, ce qui fait penser que pour certains enseignants, pédagogues militent pour que les cours, par exemple chez les adolescents au lycée, commencent plus tard, aux alentours de 9h, 10h. Bon, ce qui pose des tas de problèmes d'organisation, donc pour l'instant c'est pas d'actualité, mais qui explique aussi que l'utilisation des écrans est stimulant, parce que ils ont pas envie de se coucher à 9-10 heures.
Et du coup, ils regardent les écrans et l'écran renforce, cette lumière bleue renforce ce décalage du rythme circadien, ce qui fait que c'est une espèce de cercle vicieux qui entraîne vraiment un impact extrêmement négatif sur le sommeil. Donc ça, c'était, je sais plus, il y avait peut-être une autre question que vous m'avez posée, mais c'était c'est vraiment le sujet important de cette lumière bleue. Alors, autre chose sur cette fameuse lumière bleue, j'en finis avec ça. Il y a sur la question des écrans un sujet qui intéresse les experts, qui est de dire, attention, mais il y a un problème depuis la deuxième moitié du XXe siècle, il y a une épidémie de myopie. Et on se demande, il y a beaucoup de travaux qui commencent à interroger le fait que, est-ce que c'est pas lié à cet usage d'écran, alors là, peu importe le contenu, qui pourrait expliquer en partie une aggravation de myopie. Et la même chose avec un autre sujet qui est le développement de la rétine, donc avec des possibilités d'altération. Je suis psychiatre, donc je ne peux pas vous donner des détails sur les possibilités d'altération, mais ce que j'ai compris, c'est que il semblerait qu'il y ait des signes qui préoccupent les professionnels sur l'impact des écrans sur l'œil et sur la rétine. Alors, les jeux vidéo sont souvent accusés de favoriser l'isolement, voire la dépendance. Est-ce qu'il y a des profils d'adolescents qui sont plus à risque ? Alors, on va dire que le problème des jeux vidéo, c'est toujours là, on rentre dans la question les jeux vidéo, c'est à la fois un formidable outil d'exaltation, d'excitation, et voire de partage, parce qu'il y a des jeux vidéo qui sont joués en réseau. Mais effectivement, comme toute... là, on rentre dans la question des addictions. On revient sur la question des addictions. Comme toute activité qui procure du plaisir, eh bien, on peut avoir installé une forme de dépendance parce que on recherche toujours plus de plaisir. Hein, c'est le principe de l'addiction. Et on va avoir un rapport aux jeux vidéo qui va devenir extrêmement... fort, on peut plus s'en passer. Alors, est-ce qu'il y a des profils? Bien sûr. Hein, c'est pour ça qu'on qu'on questionne le modèle des addictions, parce que ce qui nous a enseigné, ce modèle-là, c'est que tout le monde ne devient pas dépendant à des produits qui sont très addictogènes. Chacun sait autour de lui que tout le monde, un certain nombre d'adultes en particulier, consomment de l'alcool. Or, parmi ceux-là, il y en a qu'un certain nombre seulement, pas dire petit, mais un certain nombre qui est minoritaire, qui vont devenir dépendants. Et on va avoir la même chose avec le tabac, alors moindre qu'avec l'alcool, c'est-à-dire qu'il y a plus de chances de devenir addict au tabac, mais indiscutablement, il y a des gens qui ont une consommation très raisonnée de tabac. Attention, le tabac c'est dangereux, hein, même quand c'est une consommation raisonnée. Mais ils sont pas addicts. Ils se mettent en danger parce que c'est dangereux que de fumer du tabac, même 2-3 cigarettes par jour. Mais force est de reconnaître que on peut pas vraiment parler d'addiction, et d'autant que certains consomment de temps en temps. Donc c'est cette question-là. Alors, est-ce qu'il y a des profils adolescents? Être adolescent, c'est être vulnérable aux addictions. Ça, c'est acquis. Donc, forcément, tous les adolescents sont vulnérables aux jeux vidéo. Bon. Maintenant, est-ce que certains ont un profil plus grand de vulnérabilité? Sans doute, je peux difficilement vous donner des indicateurs. Disons que les adolescents qui ont un faible réseau social, qui sont plutôt en retrait, vous savez, l'adolescent qui n'a pas de meilleur ami, qui a du mal à être en lien avec les autres. Effectivement, il y a des chances pour qu'il ait un peu plus de risque à une forme... Je ne sais pas si on peut parler de dépendance, mais d'usage de ces écrans, de ces jeux vidéo ou de ces réseaux pour pouvoir avoir un espace d'échange avec les autres. Mais on peut difficilement établir avec certitude un profil de vulnérabilité sur cette question. Alors, y a-t-il des impacts spécifiques selon le type d'écran utilisé, c'est-à-dire soit smartphone, tablette, ordinateur ou pas ? Non, je crois pas. Disons que
la réalité, c'est que le téléphone, si on pourrait quand même reconnaître une chose, c'est que selon le type d'outil, il sera plus ou moins disponible et le contenu sera plus ou moins riche. C'est pour ça que le téléphone pose un problème, et en particulier les smartphones, c'est-à-dire que c'est ces téléphones qui permettent d'avoir du contenu prolifique, disponible à n'importe quelle heure. C'est difficile de cacher une télé dans son lit. Vous voyez, alors l'ordinateur portable est un moyen, ou la tablette, on peut l'utiliser, la cacher dans son lit et essayer d'échapper au contrôle des parents, mais avec le téléphone c'est pire, et surtout avec le téléphone, vraiment on peut y avoir accès n'importe où, dans n'importe quelle configuration, et voire même on sait que certains adolescents sont assez malins pour utiliser un téléphone sans carte SIM, parce qu'ils ont accès à un Wi-Fi quelconque, public ou privé, parce que le voisin a pas mis de code, ou parce qu'ils ont trouvé un endroit, ils ont chopé un code qui leur permet d'avoir un accès à un Wi-Fi. Et du coup, c'est en cela que ces produits ces outils sont quand même particulièrement dangereux. Donc, téléphone portable, effectivement, c'est un sujet d'attention particulière. Alors, les réseaux sociaux jouent un rôle central dans la vie des jeunes. Malheureusement, nous avons appris que certains adolescents ont mis fin à leur jour en raison de l'impact des réseaux sociaux, et plus particulièrement du cyberharcèlement, donc un fléau qui prend une ampleur très inquiétante. Docteur Saufer, pourquoi et quel impact ont-ils sur leur santé mentale, leur estime de soi et leurs relations sociales ? Alors, c'est une question assez vaste. Oui. La question des relations sociales, d'abord, les réseaux sociaux, c'est une formidable opportunité de croiser, de découvrir, de rencontrer. Donc forcément, c'est extrêmement intéressant. Le problème, c'est que effectivement, on ne sait pas tout à fait à qui on a affaire, et on peut faire confiance, mais on peut faire aussi des rencontres qui sont problématiques. Ensuite, dans les réseaux sociaux, il y a une offre qui est portée par des opérateurs, et soyons clairs, ce sont des opérateurs peu scrupuleux, et ça date pas d'aujourd'hui, hein. Je vous rappelle que en 2004, je crois, si ma mémoire est bonne, Patrick Lelay, qui était le patron de TF1, disait que son métier, c'est de vendre du service disponible à des publicitaires. Ça n'a pas tellement changé, c'est-à-dire que le métier des opérateurs tels que Twitter, TikTok, c'est de vendre du contenu qui attire l'attention du public. Chez TikTok, c'est le public jeune, pour pouvoir engendrer des recettes publicitaires. C'est pas, le modèle est quand même assez ancien. Donc effectivement, les réseaux sociaux posent des problèmes. Alors il y a ces problèmes ce que je veux dire, c'est que les opérateurs font tout ce qu'il faut, et les algorithmes sont faits pour qu'on ait envie de regarder la vidéo suivante, qu'on soit scotché devant son écran. Ça, c'est fait pour ça, ça a été pensé pour ça. Les algorithmes sont assez préoccupants, parce qu'ils ont tendance à enfermer, en particulier les jeunes, dans ce qu'on appelle des biocognitifs, avec des croyances qui sont complètement fausses, et qui font croire que un événement dont la fréquence est très rare devient extrêmement probable, que un sujet qui est un sujet qui a une importance finalement relative devient un sujet essentiel, et ou alors peut, dans le cadre de cyberharcèlement, si on revient sur le sujet du cyberharcèlement, les réseaux sociaux sont une opportunité pour les adolescents de balancer, d'envoyer des coups bas sans limite, et sans limite à la fois en termes d'intensité, sans limite de temps. C'est-à-dire que ça peut se passer le jour, la nuit, n'importe quand, et créant des conditions d'insécurité incroyables pour la victime. Faut bien se rappeler que le harcèlement, c'est une vieille histoire, ça date pas d'aujourd'hui. Les enfants, les adolescents ont toujours eu cette pratique-là. On n'est pas dans un monde de oui-oui, les cours de récréation ont toujours été assez durs, mais les cours de récréation, comme les lycées, enfin peu importe, ces espaces collectifs,
s'arrêter dès qu'on en sortait. C'est-à-dire que si on était victime de moqueries, on rentrait à la maison et on retrouvait un environnement familial, pas pour tout le monde, mais pour certains, pour un grand nombre, qui était bienveillant, où on pouvait se ressourcer. Là, on sort de l'établissement scolaire. Et là où on a été victime pendant la classe, et pas seulement avec les écrans, simplement par des regards, par des réflexions, etc., on va sortir et sur les réseaux, on va retrouver des échanges qui vont amplifier ce qu'on a vécu dans l'école, ou dans l'école, ou dans la colonie, ou dans peu importe l'espace de collectif, dans l'équipe de foot. Ça n'a pas de, ce n'est pas là la question. La question, c'est que les réseaux sociaux permettent de prolonger une forme d'agression et qui peut avoir des conséquences dramatiques. Alors, je voulais quand même préciser que il faut faire très attention quand même sur la question de la causalité. On en a parlé quand on avait cette émission sur la journée de prévention sur le suicide. Le suicide n'a pas qu'une seule cause et on ne peut difficilement considérer que si un enfant passe à l'acte ou un adolescent passe à l'acte, c'est uniquement du fait du cyberharcèlement. Bien sûr, le cyberharcèlement a une responsabilité, mais c'est jamais une responsabilité unique. On a toujours affaire à des sujets vulnérables. Donc là, le sujet, la question, c'est comment être attentif à son enfant, veiller sur lui de manière constante et effectivement comment l'aider à comprendre ce monde qui l'entoure et ces outils qui sont disponibles et qui sont à la fois formidables et extrêmement dangereux. Alors justement, existe-t-il des outils ou méthodes efficaces pour réguler la consommation des écrans chez les adolescents ? Je pense que ça démarre dès le plus jeune âge. C'est-à-dire que, et alors là je fais référence à un rapport de très grande qualité qui a été rendu récemment l'été dernier à la demande du président Macron. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait souhaité qu'une commission d'experts fasse des propositions sur la question de l'usage des écrans. Du coup, il y a des recommandations Alors, médicales. il y a des recommandations qui sont faites, elles reprennent des recommandations qui sont connues, donc elles ne sont qu'amplifiées. Il y a aussi beaucoup de préconisations qui sont adressées au pouvoir public. Mais dans ce rapport, pour revenir à la question que vous posez, il y a quand même des choses fortes qui sont rappelées. Pas d'écran avant 3 ans. Pas d'écran. 0 écran. C'est pas rien. Et quand on parle d'écran, c'est tous les écrans. Il y a un autre sujet, c'est pas d'écran avant 3 ans pour ceux qui entourent les enfants. Donc c'est pas seulement les enfants qui doivent pas avoir d'écran, c'est la nounou qui s'occupe des enfants, c'est l'éducatrice jeunes enfants ou les professionnels autour des crèches qui doivent s'interdire d'utiliser des écrans. En général, on parle des téléphones, pendant qu'elles donnent à manger, pendant qu'elles font jouer, pendant qu'elles s'occupent des enfants. Je dis elles, ça peut être ils d'ailleurs, c'est pas le sujet, les papas sont concernés quand ils s'occupent des enfants. Pas d'écran pour l'enfant, mais pour ceux qui l'entourent avant 3 ans. Ça, c'est une idée forte. On parle de technoférence. Technoférence pour les interférences, vous savez, ces interférences qui font que l'interaction adulte-enfant sont perturbées par des interférences, eh bien, elle peut être perturbée par des technoférences, par ces écrans qui viennent se mêler, au fond, à cette interaction entre adulte et enfant. Donc, pas d'écran avant 3 ans. Entre 3 et 6 ans, un usage extrêmement modéré des écrans. On parle de quelques minutes, on va dire que maximum un quart d'heure par jour. Moi, je serais plutôt sur un usage par semaine, 2 ou 3 fois par semaine, grand maximum, mais extrêmement limité. Constamment encadré, c'est-à-dire avec un langage, un narratif qui vient accompagner cet usage-là. On va regarder un dessin animé, on va regarder pourquoi pas une émission sur les animaux, peu importe. Mais en tout cas, on va contextualiser, on va accompagner l'enfant dans ce temps qu'on va consacrer, qui est un temps qui peut être un temps de famille, mais on va être extrêmement présent. Et donc c'est vachement important parce que dans les familles où on a
4-5 enfants, mais évidemment les âges sont différents et il faut éduquer tout le monde pour dire attention, on s'occupe des plus petits. Alors ça marche très bien quand il s'agit de responsabiliser les grands sur le fait qu'il faut pas rendre la javel ou le desktop disponible. En général, dans des grandes familles nombreuses, on sait qu'il faut faire attention aux produits dangereux. On va pas laisser une bouilloire à portée de main d'un petit enfant de 2-3 ans. Eh bien, il faut apprendre aussi à ces enfants que le téléphone portable et son contenu est aussi dangereux, en tout cas est très dangereux pour l'enfant. Donc on est ces recommandations 3-6. À partir de 9 ans, on peut commencer à laisser un usage un peu plus fréquent de contenu comme la télé, mais attention à l'usage d'Internet, il doit être extrêmement contrôlé. Pas de téléphone. Il y a des contrôles parentaux. Pardon, je vous ai coupé. Je disais pas de téléphone connecté à Internet avant 11 ans dans ces préconisations. La connexion Internet à partir de 13 ans. C'est intéressant, cet âge de 13 ans, et avec une contextualisation et l'usage à partir de 15 ans de réseaux sociaux qu'on appelle éthiques. C'est un vœu de la Commission. Je pense que c'est un vœu qui va engager beaucoup de travail de la part des acteurs. Et je crois que ce qu'il faut retenir et qui est très important, c'est que c'est un combat que l'on doit tous mener ensemble. Les parents ne doivent pas se sentir coupables, mais ne doivent pas non plus culpabiliser à l'excès les enfants, en leur rappelant que c'est pas leur faute que ces contenus les attirent, les excitent, les stimulent, etc. On peut aussi rappeler, je crois que c'est important de le rappeler, que l'internet c'est un formidable moyen d'accéder à de la connaissance. On n'a jamais eu dans l'humanité un moment aussi extraordinaire d'accès à la connaissance, d'accès au savoir. Aujourd'hui, les adolescents peuvent en savoir plus que leurs profs grâce à Internet. Donc il faut pas tout balancer, considérer que tout est mauvais, mais ça suppose un accompagnement collectif avec le souci que c'est pour nous tous difficile. Merci beaucoup, Dr Sofer. En 10 secondes, est-ce qu'il existe des moyens de les contrôler, les contrôles parentaux ? Les contrôles parentaux, ils existent, mais ils sont très vite contournés. Donc, justement, la Commission rappelle qu'il faut que ce soit les fournisseurs qui proposent des moyens pour empêcher les enfants, les adolescents d'accéder à ces contenus. Merci beaucoup, Dr Sofer, pour votre intervention. Merci à toutes et à tous, auditrices et auditeurs. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site radiojm.fr, notre page Facebook et Instagram, ou sur l'application Radio JM. Et bien sûr, si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez écrire sur notre page Facebook ou en privé sur mon mail rebeccaachas@radiojm.fr. Merci. Retrouvez les interviews santé de Rebecca.